Travailler, travailler, travailler. Alors, est-ce que ça en vaut vraiment la peine de travailler autant, les amis? Est-ce que vraiment c'est très important, c'est très capital ou bien c'est voire même plus important pour notre société de travailler jusqu'à certaines heures dans la journée? Alors, et c'est ce qu'on a toujours l'habitude d'entendre parler un peu partout. On dit de travailler, de travailler, de travailler et c'est seulement le travail. Et est-ce que c'est vraiment quelque chose de très capital? C'est quelque chose dont l'humanité a besoin pour avancer forcément? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a été manigancé, quelque chose qui a été inventé dans le but vraiment de nous amener à travailler pour un certain nombre de personnes, un nombre donné de personnes? Sur cette vidéo, je vous donne des informations capitales et c'est une vidéo que nous allons introduire pour vraiment vous permettre de comprendre si c'est vraiment important, si c'est vraiment capital de vraiment travailler autant. Alors, n'hésitez pas à suivre la vidéo jusqu'à la fin. La voie du bonheur et de la prospérité passe par une diminution méthodique et très bien organisée et bien pensée du travail à l'échelle de tout le système. Il existe deux types de travail. Le premier travail est manuel. Ce travail comprend tous ceux qui creusent, qui plantent, qui nettoient, qui fabriquent, qui réparent, qui portent des charges lourdes et j'en passe. Le second type de travail, c'est plus vicieux. C'est de dire aux gens qui travaillent, aux travailleurs manuels, de travailler simplement. Oui, c'est simplement ça. Le premier type de travail est donc désagréable et mal payé. Le second type de travail, en revanche, est très agréable et bien payé. Le second type de travail a des ramifications. Il y a des gens qui donnent des ordres, puis il y a des gens qui conseillent à ceux qui donnent des ordres, les ordres qu'ils doivent donner. Pour faire ce genre de travail, ce n'est même pas nécessaire de maîtriser le domaine dans lequel tu conseilles les gars, absolument pas. Oui, beaucoup de conseillers ne savent pas ce qu'ils racontent. Ça ne vous surprendrait pas, n'est-ce pas? Personnellement, je ne me souviens plus du nombre de fois où des gens qui ne savent rien à mon travail, à ce que je fais, ont voulu me donner des conseils sur comment faire mon travail. Et aussi, je ne me souviens plus du nombre de fois où je me suis surpris à donner des conseils à des gens alors que j'ignorais tout de leur travail. Donc, tu n'es pas obligé de maîtriser un métier pour être conseiller. En revanche, c'est important, très important, d'être persuasif, de bien paraître. Maintenant, après le premier et le second type de travailleurs, il y a ceux qu'on appelle les rentiers. Ce sont ces gens qui possèdent des choses, des terres par exemple. Je trouverais ça toujours absurde, le fait qu'on possède des terres. Ça n'a aucun sens, mais bon, soit. Et maintenant, ces gens, du fait qu'ils possèdent des terres, ça leur donne droit de faire ce qu'ils veulent des gens. Ces rentiers sont oisifs, ils ne foutent rien de leur journée, ils profitent de la vie. Mais ils ne peuvent être oisifs que parce que les autres travaillent. Eux, ils savent juste donner des leçons et faire de grands discours sur les sacrifices, alors que eux-mêmes n'ont jamais eu à faire de choix difficiles dans leur vie. Regardez les gens comme Macron, Bolloré et j'en passe. Vous voyez très bien de quel type de gens je parle. La chose que ces riches-là ne veulent absolument pas, c'est que les autres fassent comme eux. Vu que tous leurs privilèges sont basés sur le fait que eux, ils ne travaillent pas et que ce sont les autres qui travaillent pour eux, évidemment qu'ils ne veulent pas que vous fassiez comme eux. La morale du travail est une morale d'esclave. Pourtant, les méthodes de production que la société contemporaine a aujourd'hui fait en sorte, dans les faits, que le monde n'a pas besoin d'esclaves. En réalité, le monde n'a pas besoin d'esclaves. Or, l'esclavage continue. On travaille juste assez pour ne pas mourir. On travaille pour payer un tas de trucs à ces mêmes oligarques. L'argent passe ainsi de riche en riche, d'oligarque en oligarque, et en réalité, on est juste un moyen de transport qui prend de l'argent d'un oligarque pour donner à un autre oligarque. On va travailler pour payer X, payer Y, payer les loyers, payer les impôts, payer les machins. L'argent transite juste d'oligarque en passant par nous. Et le pire, c'est qu'on est parfaitement d'accord avec cette idée-là, qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de travailler et que nous devons travailler pour eux. Aujourd'hui, si on demande aux travailleurs britanniques s'ils accepteraient que Charles III, leur roi actuel, ainsi que toute sa famille, gagnent autant que eux, voire moins qu'eux, est-ce qu'ils accepteraient? Vous-même, est-ce que vous accepteriez? Vous voyez qu'on a déjà accepté et assimilé un certain nombre de choses qui semblent absurdes. La notion de devoir est un outil qui a été employé par les puissants pour imposer aux autres, c'est-à-dire les autres gens qui ne sont pas puissants, de consacrer leur vie pour leur maître, donc pour les gens puissants, plutôt que de consacrer leur vie à eux-mêmes. Et bien entendu, ceux qui ont le pouvoir se mentent à eux-mêmes encore et à leurs enfants. Ils se mentent en se disant que ce que eux ils veulent, tout le monde le veut. Et c'est pour ça que vous allez entendre les discours comme quoi on ne veut rien posséder et on sera heureux. On veut être censuré, on veut que d'autres pensent à notre place. On veut une monnaie numérique qui se périme, voilà, parce qu'on ne veut pas réfléchir à comment dépenser ou à comment investir notre argent, voilà. On ne veut pas réfléchir à ça. Et donc, comme ces riches-là, eux, ils sont dans cette position-là, ils se disent que le monde entier veut ça et ils sont tranquilles.
Le loisir est indispensable pour les civilisations. Le loisir est une excellente chose. C'est souvent en ne faisant rien de particulier ou en s'amusant simplement sur un truc qui nous plaît que nous avons les illuminations les plus grandioses de notre vie. L'industrialisation permet aujourd'hui de répartir, de segmenter, de partager le loisir de façon équitable dans toute la société sans causer d'anarchie. Nous avons aujourd'hui la possibilité de diminuer la somme de travail nécessaire pour donner à tout le monde les choses indispensables et un certain confort supplémentaire. L'organisation scientifique de la production permet de subvenir aux besoins des populations contemporaines en exploitant une infime partie de la capacité de travail actuelle. Dans le livre, il a pris un exemple en se moquant de la fabrication d'épingles d'Adam Smith. Adam Smith était un économiste écossais du XVIIIe siècle, célèbre pour son ouvrage fondateur La richesse des nations, publié en 1776. Smith est souvent considéré comme le père de l'économie moderne en raison de ses contributions à la théorie économique. D'ailleurs, en faculté économique de SOA, ici à Yaoundé, on parle souvent de lui. Et c'est ce genre de triple idiot qu'on nous enseigne à admirer. Bravo! Dans La richesse des nations, Smith a développé des idées telles que la division du travail, la théorie de la valeur travail en un mot, le concept de la main invisible du marché et la notion d'avantage de l'échange commercial. Ces idées ont eu une influence considérable sur le développement ultérieur de l'économie politique et du libéralisme économique. La fabrique à épingles d'Adam Smith est un exemple célèbre qu'il a utilisé dans son ouvrage phare pour illustrer les avantages de la division du travail. Smith décrit comment, dans une fabrique d'épingles, chaque ouvrier se spécialisant dans une seule tâche spécifique, comme par exemple étirer le fil, couper, affûter ou polir, la production totale d'épingles peut être considérablement augmentée. En conséquence, la productivité globale augmente et même si chaque ouvrier ne réalise qu'une seule fraction du processus de fabrication, la spécialisation permet d'accroître l'efficacité et la productivité de manière significative. Ce concept illustre la manière dont la division du travail peut conduire à une augmentation de la production et à une plus grande richesse pour la société dans son ensemble. Dominique Grandvaux, en reprenant Bertrand Russell, prend cet exemple en dérision en disant ceci. Supposons qu'à un moment donné, un certain nombre de gens travaillent à fabriquer des épingles. Ces ouvriers fabriquent autant d'épingles qu'il en faut dans le monde en travaillant 8 heures par jour. Après quelques années, une personne suffisamment brillante crée une machine qui permet de fabriquer 2 fois plus d'épingles qu'avant. Cette invention est très pertinente, mais le monde n'a pas besoin de 2 fois plus d'épingles. Je l'ai dit, on fabrique suffisamment d'épingles déjà. Dans un monde raisonnable, dans un monde où les systèmes sont définis par l'intelligence pour optimiser et non pour profiter, tout le monde dans cette usine de fabrication d'épingles verrait leurs heures de travail divisées par 2, mais sans la diminution du salaire, vu qu'ils produisent la même quantité d'épingles, mais 2 fois plus vite. Donc, ils vont travailler 4 heures par jour au lieu de travailler 8 heures par jour et tout irait comme avant, sans souci. Et de leur temps libre, les ouvriers pourraient faire un tas d'autres trucs. Cette manière de penser, bien que logique, n'est pas celle qui est appliquée. Ce que les patrons vont faire aux ouvriers, c'est qu'ils vont continuer à les faire travailler 8 heures par jour. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y aura trop d'épingles sur le marché. Donc, les employeurs vont faire faillite et la moitié des ouvriers vont perdre leur emploi. Quand on prend les choses dans leur ensemble, que ce soit diviser le temps de travail par 2 ou alors diviser l'effectif du personnel par 2, la somme du travail il est égale, n'est-ce pas? Mais dans le second cas, c'est-à-dire diviser l'effectif du personnel par 2, on impose à la moitié des ouvriers l'oisiveté totale avec des factures à payer et on continue de faire travailler l'autre moitié beaucoup trop. Et maintenant, c'est ce comportement-là qui fait changer la perception du loisir dans l'esprit des gens. Le loisir devient une cause de misère et non une source de bonheur. Est-ce qu'on peut imaginer plus absurde? Malheureusement, oui. L'idée que les pauvres puissent avoir des loisirs a toujours choqué les riches. J'ai en mémoire ces scènes dans une soirée où il y avait des riches, un groupe de personnes qui parlaient des difficultés qu'ils rencontrent avec leurs employés. L'un d'entre eux disait avec le plus grand calme qu'il trouvait inacceptable que leur domestique, que sa domestique en l'occurrence ici, ne voulait pas venir travailler le week-end parce qu'elle avait autre chose à faire. Jusqu'à il demande aux autres qu'est-ce qu'elle fait le week-end pour ne pas venir travailler. Et je répète, il était très sérieux en posant la question. Au 19e siècle en Angleterre, la norme pour la journée de travail était de 15 heures pour les hommes et de 12 heures pour les enfants, bien que parfois les enfants travaillaient autant de temps que les adultes. Quand les critiques osaient remettre en question cette pratique, on leur sortait souvent l'argument qui disait que le travail préserve les adultes de la débauche et empêche les enfants de faire les bêtises.
Aujourd'hui, ces gens-là, ces nantis, ne diraient pas ça aussi ouvertement ou encore ne diraient pas ça comme ça et encore moins en public, mais sachez qu'ils le pensent quand même. Ils ont les mêmes idées. Or, chose stupide maintenant, c'est que si on avait un minimum d'organisation rationnelle, un salarié moyen pourrait travailler 4 heures par jour tout en étant payé convenablement, peu ou on va dire il y aurait très peu de chômage. On pourrait se dire vulgairement, parce que c'est même ça qu'il dit dans le livre, que l'idée que les gens travaillent beaucoup moins choque les nantis parce qu'ils vont se demander comment est-ce que les pauvres vont occuper leur temps libre, n'est-ce pas? Mais au fond, c'est beaucoup plus vicieux que ça. Ils ne veulent pas que les bienfaits de l'oisiveté s'appliquent aux moins riches. Par exemple, pour mieux comprendre le monde ou encore pour développer la pensée critique, c'est important d'être oisif. C'est important de réfléchir à un ensemble de questions sans être stressé. Mais en voulant protéger leurs privilèges, les riches oublient que c'est aussi grâce à l'oisiveté que pourra émerger des génies dans tous les domaines. Imaginez le nombre de talents qui ont été tués dans l'œuf simplement parce que la personne n'a jamais pu avoir le temps d'exprimer et de développer son talent. Imaginez. Et ces génies auraient grandement pu faire avancer les civilisations dans tous les domaines. Beaucoup de personnes évitent de faire des travaux qui demandent une réflexion profonde et poussée parce qu'ils ont faim. Et tu ne peux pas commencer à dire « Ok, je vais faire médecine » alors que tu as faim. Les nantis exècrent le loisir et l'utilisent comme étant un moyen de punition. Ils appellent ça le chômage. Ils te renvoient, tu es viré, tu seras au chômage. Résultat, même les pauvres se mettent à détester le loisir. On déteste tellement le loisir qu'on oublie même à quoi ça sert à la base, c'est-à-dire à construire la pensée. Ça me rappelle, il y a quelques semaines, j'ai fait un post sur YouTube qui expliquait que je n'allais pas publier de vidéo simplement parce que je voulais passer du temps avec des amis, donc que j'allais prendre la console, j'allais aller chez un ami, on allait jouer, manger des beignets toute la journée et si 23h me trouve là-bas, pas grave, si je dors et que je rentre le matin, pas grave. Et en commentaire, plusieurs personnes étaient venues me faire le reproche avec beaucoup de violence. Pourquoi tu joues? Pourquoi tu ne travailles pas? Tu joues au jeu des colons. Les Chinois, eux, ils travaillent tout le temps. C'est parce que nous sommes paresseux, que nous sommes les derniers sur Terre. Et j'en passe, et j'en passe. Et il y a eu pas mal de commentaires comme ça. J'en ai même supprimé beaucoup. Pour vous dire à quel point c'est viscéralement entré dans notre culture que l'oisiveté, c'est quelque chose de négatif. C'est quelque chose de méprisable. Alors que pas du tout. Si tu travailles suffisamment, c'est normal qu'à un moment donné, tu te reposes. Et comme je le disais, cette méthode doit être appliquée dans les pays industrialisés, ce qui n'est pas le cas de l'écrasante majorité des pays africains. Raison pour laquelle on doit faire un effort supplémentaire, mais sans avoir besoin de se tuer, tout simplement. Sans avoir besoin de sacrifier notre bonheur. Sans avoir besoin de sacrifier notre santé. On peut travailler sérieusement beaucoup tout en mesurant nos efforts pour éviter les burn-out. Une personne qui a fait de longues journées de travail toute sa vie s'ennuiera si soudainement il est soumis à l'oisiveté, c'est-à-dire la retraite. Et j'ai vu ça chez mon grand-père. Sans une certaine quantité de loisirs disponibles, nous n'avons pas accès à la plupart des meilleures choses de la vie. De nos jours, on pense que toute activité doit servir à quelque chose qui nous fait gagner de l'argent. Aucune activité ne doit être une fin en soi. Si je vais jouer aux jeux vidéo avec des amis, ce n'est pas pour devenir un pro et faire des compétitions puis qui vont me faire gagner de l'argent. Non, si je vais jouer aux jeux vidéo avec des amis, c'est juste pour jouer aux jeux vidéo avec des amis. Point. Dans ce sens, il y a donc un livre que Dominique Rangvaux recommande dans son spectacle que j'ai adoré lire. C'est Petit traité de désinvolture. C'est un livre écrit par Denis Grosdanovic. Le livre explore le concept de désinvolture qui peut être traduit comme étant un mélange de légèreté, d'élégance et de nonchalance dans le quotidien. Grosdanovic examine comment est-ce que la désinvolture peut être cultivée dans différents aspects de la vie, de la manière dont nous nous habillons à la façon dont on interagit avec les autres, vraiment dans tous les aspects. C'est une réflexion sur l'art de vivre avec grâce et aisance sans être trop sérieux ni trop préoccupé par les conventions sociales. On explore donc dans ce livre le concept de désinvolture à travers une série d'observations et de réflexions historiques. L'importance de la désinvolture dans la vie quotidienne et comment elle peut être une qualité précieuse dans le monde d'aujourd'hui. Son style d'écriture montre en lui-même la désinvolture qu'il cherche à décrire en fait. Le livre est léger, divertissant, très facile à lire, mais contient également des réflexions philosophiques plus profondes sur la nature humaine et sur la manière dont nous vivons nos vies. Nous vivons la vie aujourd'hui, que ce soit dans les pays occidentaux ou influencés par l'Occident ou dominés par l'Occident. Grosdanovic utilise des exemples tirés de l'histoire, de la littérature, de l'art et de la culture populaire pour illustrer ces points, montrant donc comment la désinvolture a été valorisée à travers différentes époques dans différentes sociétés.
Ce livre m'a même d'ailleurs fait penser à L'art subtil de s'en foutre, que j'ai aussi beaucoup apprécié, pour ceux qui ont lu ça. Bertrand Roussel propose une réduction de la durée du travail à 4 heures par jour, non pas pour encourager des activités frivoles, mais pour permettre aux individus d'accéder à leurs besoins essentiels et d'avoir du temps libre pour des loisirs significatifs. Dans cette société, l'éducation devrait être étendue afin de cultiver les intérêts qui enrichissent les loisirs. L'auteur souligne que ces activités ne se limitent pas seulement aux activités intellectuelles, mais bien tout ce qui fait la richesse d'une culture. Actuellement, les loisirs urbains sont principalement passifs, comme regarder des films, des séries, jouer à des jeux, boire de la bière devant un match de foot, etc. Et c'est comme ça parce que le travail absorbe presque tout notre temps. Pourtant, avec plus de temps libre, les individus pourraient redécouvrir le plaisir des activités dans lesquelles ils étaient activement impliqués par le passé. Des activités vraiment toutes simples, très stimulantes et très reposante. Dans un monde où personne n'est obligé de travailler plus de 4 heures par jour, tous ceux qui sont animés de curiosité scientifique pourront s'en donner libre cours. Tous les peintres pourront peindre sans vivre dans la misère en dépit de leur talent. Les jeunes auteurs pourraient écrire des livres sans avoir peur d'échouer et ils pourraient écrire des livres sans avoir même faim quand ils écrivent le livre. Les médecins auront le temps de se tenir au courant des progrès de la médecine. Les enseignants auront le temps d'apprendre de nouvelles choses à transmettre à leurs élèves. Les gens seront plus en joie, moins dépressifs. Les gens seront plus enclins à la bienveillance qu'à la persécution. Il faudrait qu'on sache que la bonté est le produit du bien-être. Si quelqu'un ne se sent pas bien, il ne peut pas être bien. Les méthodes de production modernes ont donné la possibilité à tout le monde de vivre dans le bien-être et dans la sérénité. Mais ces gens ont choisi à la place de donner le surmenage aux uns et la misère aux autres. Et il n'y a pas de raison pour que l'Afrique qui est en construction ainsi que le reste du monde même persiste indéfiniment dans cette bêtise. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas les noms que j'ai donnés si le sujet vous intéresse. Bertrand Roussel, qui est l'auteur du livre Éloge de l'oisiveté. Dominique Grandvaux, qui a fait du livre Éloge de l'oisiveté une pièce de théâtre magnifiquement bien jouée et il y a ajouté sa touche personnelle. Et enfin, il y a Denis Grozdanovic qui a écrit le traité sur la désinvoltude avec des histoires et des anecdotes historiques très intéressantes. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce sujet en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous êtes à ce niveau, c'est que vous avez suivi la vidéo du début jusqu'à la fin et pour cela, je vous remercie. Surtout, n'oubliez pas de liker, de donner un pouce bleu et de donner vos commentaires. Moi, je n'aurai pas de commentaires à faire. Tout est dit et tout est bien. D'ici, tout est bien clair. Alors, on se retrouve à la prochaine. Ciao!